tous les gens qui sont noirs ici ne sont pas allés être ici. C'est clair? Et on a le droit d'être racistes. Pour la France, c'est pour les blancs. Magnifique! Tout des macaques! Bah la niche. T'as qu'à regarder juste, regarde, c'est plus dégueulasse ça qu'elle a dans les cheveux. La charge raciale, ce poids psychologique, émotionnel et social que portent au quotidien les personnes racisées dans une société marquée par l'histoire et les structures du racisme. Je crois qu'il ne faut pas mêler les races. Chacun doit rester chez lui. On a peut-être un peu plus de place en France pour élever nos enfants. Elle se manifeste de manière insidieuse à travers des micro-agressions, des remarques banalisées ou la nécessité permanente d'anticiper le regard des autres. Mais elle peut aussi surgir de façon brutale et explicite dans des expériences de discrimination, de violence policière ou de rejet. Cette charge n'est pas née de nulle part. Elle s'enracine dans une histoire longue. L'esclavage a déshumanisé et exploité des millions de personnes. La colonisation a hiérarchisé les peuples et légitimé la domination par la couleur de peau. Ces systèmes ont produit des représentations, des préjugés et des inégalités qui traversent encore les sociétés actuelles. Aujourd'hui, les personnes racisées héritent de cette mémoire collective et de ses conséquences concrètes. Devoir se justifier plus que les autres, affronter des stéréotypes persistants, porter la crainte d'un contrôle ou d'une agression. La charge raciale est ainsi une héritière du passé, mais aussi une réalité présente qui rythme les vies et rappelle que le racisme n'est pas seulement une affaire individuelle, mais une construction historique et systémique. Pour en parler, je reçois Douce Dibondo, écrivaine et sociologue et auteure d'un essai intitulé « La charge raciale », publié aux éditions Payot. Bonjour Douce. Bonjour Yanis. Comme je l'ai dit, tu es l'autrice de ce livre, La charge raciale. Et alors, ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que ce livre, ça part quand même d'une histoire personnelle, la tienne. Est-ce que tu peux déjà un peu nous dire qui tu es, d'où tu viens, et pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre? Alors, qui je suis, vaste question, mais pour résumer, donc je suis Douce Dibondo, je suis autrice, poétesse, essayiste, franco-congolaise. Je suis née au Congo et je suis arrivée à l'âge de 12 ans en France. Donc j'ai fait plus de la moitié de ma vie en France. J'ai un passif, on va dire, de sociologue et de journaliste aussi à la fois. Je me suis toujours intéressée aux sciences sociales, à la manière dont on pouvait utiliser les concepts, nos vies, les luttes aussi pour ériger un nouveau monde. Et sinon, à part ça, je suis une fille, une amie, j'espère, assez intéressante. Et voilà pour résumer qui je suis. Je te demande ça parce que, en gros, ce que tu nous expliques dans ton livre, c'est que toi, comme tu es né au Congo et que tu es resté jusqu'à tes 12 ans, tu as vraiment expérimenté le racisme après ça, c'est-à-dire après tes 12 ans, quand tu es arrivé en France, c'est bien ça? Oui. Avant ça, est-ce que tu avais conscience d'être une femme noire? Non, c'est ça en fait toute la question du déplacement quand on parle de la race. La race est toujours dynamique. Donc évidemment, moi, dans mon Congo natal, jusqu'à mes 12 ans, je suis une petite fille, je suis une enfant, avec ce que ça implique aussi dans une société qui est forcément patriarcale, parce que héritière de la colonisation, etc. Mais je me pense en tant qu'unité d'un groupe où ma couleur de peau n'est pas une question en soi. Évidemment, il y a des problématiques au niveau des ethnies, au niveau du tribalisme, etc. Mais dans l'ensemble, ma valeur en tant qu'humaine n'est pas remise en cause. Et puis justement, donc, en termes de dynamique, j'arrive en France, j'arrive dans le 91, je me perçois déjà comme étrangère, alors que je suis parmi les miens, on pourrait dire, des personnes qui me ressemblent, qui ont ma couleur de peau dans le 91, en Essonne plus précisément, et pourtant je suis déjà l'autre. Et puis je comprends que malgré même leur nationalité, à mes camarades qui venaient du Congo, du Mali, du Sénégal, etc., malgré leur nationalité française, eux aussi subissaient cette altérisation-là du fait de cette couleur de peau, du fait de l'origine sociale aussi, etc. Et évidemment, à l'époque, je ne conscientise pas ça de cette manière-là, je mets pas ces mots-là, mais je vois bien qu'on est traité différemment selon qu'on vienne de Paris ou du 91. Et puis, en grandissant, j'ai plusieurs naissances, comme j'aime dire, notamment avec la sociologie. Je me rends compte que nos vies sont déterminées par des forces invisibles, par des facteurs sociaux, par la race, le genre. C'est un bouleversement pour moi, et j'ai 16 ans à l'époque.
Et puis quelques années plus tard, je tombe sur le terme de charge raciale lors d'une tribune. C'est Maboula Soumaoro, donc qui est une chercheuse angliciste française, qui en parle lors des épisodes de violence policière qu'il y a eu en 2018, 2019, 2020. Et quand je tombe sur ce terme de charge raciale, elle fait le parallèle avec les violences policières et comment, en tant que personne racisée, à travers ces hommes qui sont agressés, tués par la police, on voit nos pères, nos frères, nos cousins, nos neveux, Et moi, c'est un vertige, vraiment littéralement. Je me dis, mais oui, en fait, ce terme-là, il dit tout du fait social qu'est la race. C'est à la fois un poids extérieur, mais c'est aussi une charge qu'on porte de manière intérieure. Mais pourquoi on n'en parle pas de ça ? Qu'est-ce qui fait que, même dans nos milieux de lutte militants antiracistes, cette question de l'intériorité, elle n'est pas assez abordée. Et puis le temps passe et je me dis, il y aura forcément quelqu'un qui va s'emparer de cette question-là parce que ça me paraissait tellement immense et en même temps révélateur de ce que c'était le vécu, l'expérience noire / racisée. Et je collecte comme ça des données, des informations, des articles, mais pour l'instant, à cette époque-là, rien ne se passe. Et je rencontre ensuite une éditrice qui est une femme noire aussi, et qui voit dans le projet que je portais, oui, un livre, une possibilité, et c'est comme ça qu'on se met au travail, et en 2024, on réussit à publier cet essai, quoi. Alors ça, 2024, c'est des années après, hein. Oui. Mais toi, tu dis que c'est à partir de 21 ans que tu as cette phrase dans le livre où tu dis « Je voyais le monde en noir ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Jusqu'avant mes naissances, disons que j'ai été, aliénée comme beaucoup de personnes racisées. J'ai été aliénée dans la matrice blanche. Qu'est-ce que ça veut dire de vouloir être comme les autres, d'être accepté ? En fait, c'est d'intérioriser une manière de faire. La blanchité, c'est quoi ? C'est un système qui est à la fois structurel, mais qui est aussi intérieur. Comment on se tient, comment on parle, quels sont les codes culturels, comment on va effacer en fait les codes de nos parents, parce qu'il y a une honte aussi autour de ça. Très très jeune, on nous fait comprendre que parler, le lingala, le wolof, le bambara, c'est pas ce qui est attendu de nous, c'est pas valorisé. En revanche, parler le mandarin et encore, ou le suédois par exemple, et l'anglais évidemment, il y a quelque chose de l'ordre du bonus en fait, de l'intelligence. Donc on voit bien en fait à qui on donne des gages d'intelligence et à qui on donne des gages de honte en fait et de punition finalement. Et donc tout ça, je l'intègre. Moi je ne veux absolument pas qu'on voit en moi la blédarde. On m'appelait la blédarde quand je suis arrivée. Donc évidemment, je me suis dit, tiens, je vais sortir de ce rôle-là et je vais sortir de cette honte et je vais faire en sorte que ma mère ne soit pas vue au lycée, ne soit pas vue au collège pour m'accompagner, etc. En fait, c'est tous ces systèmes-là d'adaptation qui font qu'à un moment donné, on se dissocie. Et donc moi, pendant très longtemps, j'ai porté ça. J'ai vu le monde en blanc. Et puis, il y a eu cette cassure, cette rupture, cette prise de conscience radicale en me disant, mais attends, mais cette couleur de peau, qu'est-ce qu'elle veut dire ? C'est pas de la honte que je porte, en fait, c'est une histoire. C'est un passé, c'est un héritage qui est immense du côté des États-Unis, mais de l'Afrique aussi, et de la France. Et à partir de là, tout ce que je pouvais voir, les séries, les films, les livres, je me suis rendu compte à quel point je n'étais pas dans ces productions audiovisuelles et culturelles, à quel point il y avait tout le temps des angles morts. Et j'ai pris de la distance. Et c'est par cette absence-là que je me suis dit, non, je vais me retourner vers mes communautés. Oui, peut-être qu'on parlera de communautarisme en France, mais moi j'en ai besoin pour me reconstruire. Il faut que je voie le monde en noir. Et donc, voir le monde en noir, on peut penser que c'est péjoratif, que c'est broyer du noir, justement. Non, au contraire, pour moi, c'est positif, c'est une force. Dans ton livre, tu expliques bien que ce racisme, il vient pas de nulle part. Il a une histoire, les conquêtes coloniales, le code noir, le code de l'indigénat, mais aussi les mythes religieux, et notamment à travers la figure de Canaan. Est-ce que tu peux nous en parler de ça ? Oui. Donc je fais toute une analyse et une démonstration à quel point la charge raciale, elle a une dimension historique. Ce n'est pas une charge qu'on porte de manière individuelle comme le néolibéralisme voudrait nous faire croire. Cette charge raciale, elle vient d'un passé qui est colonial, d'une matrice esclavagiste et qui a encore une incidence de nos jours. Et puis, parce que on parle de l'intériorité, on parle de la manière dont notre psychisme est complètement grignoté en fait par ce système de pensée raciste et racial, je montre à quel point les mythes, et j'en prends un, celui
Cham, Cam, Canaan dans la Bible, parce que je trouvais ça intéressant en fait, et la question de quand est-ce qu'on devient noir. C'est quoi le devenir noir? Est-ce qu'on peut vraiment devenir noir, ou est-ce que le but c'est de devenir humain? Et donc si on fait cette différence entre devenir noir, devenir femme, devenir humain, ça veut bien dire que il y a des différences qu'il faut prendre en compte. Et donc le mythe de Cham, c'est en fait la tribu de Canaan, c'est la tribu qui a été maudite dans la Bible, et cette malédiction-là porte justement la noirceur. C'est parce que Cham a été maudit qu'il est devenu noir. Et donc dans la Bible, on nous fait comprendre que déjà le Dieu biblique du coup concède qu'une couleur de peau serait équivalente à en fait quelque chose de mauvais, à quelque chose de mauvais, à une malédiction, à la mort sociale et même véridique, parce que ensuite ta descendance aussi porte ce fardeau-là. Et donc moi, je trouvais ça intéressant, à quel point cette figure-là, elle a eu plusieurs attributs. C'était à la fois parfois le sémite, parfois l'homosexuel, etc. Mais la manière dont Cham, il est vraiment décrit, c'est à travers sa couleur de peau principalement, et cette malédiction de la peau sur sa descendance, par le fait que Cham a défié en gros le patriarche, parce qu'il a vu le patriarche nu, et il n'était pas censé le voir nu, sans vêtements. Et donc voir le patriarche nu, ça veut dire, pour moi, lever le voile. Ça veut dire défier justement l'autorité, défier les systèmes hiérarchiques, défier la domination. Et quand Cham a vu le patriarche nu, il en a parlé à ses frères et sœurs. Et donc ça parle aussi de collectivité. Comment, quand on voit comment on nous ment à travers des systèmes de domination capitalistes, etc., racistes, nous sommes censés, après avoir retiré le voile, nous sommes censés en fait s'organiser collectivement. Et donc je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que c'est, la question du devenir noir, en fait, les personnes noires ne deviennent jamais vraiment, parce qu'on est tout le temps en train de se reconstruire à travers une histoire dont on nous fait croire que c'était le début de notre histoire. On est tout le temps en train de délier, déconstruire, enlever, retirer des couches de mensonges, de domination, de déshumanisation, pour enfin être. Et les seules entités, on va dire, qui deviennent, ce sont les hommes blancs, apparemment universels, qui, eux, ont le droit de devenir libres. En fait, c'est ça la finalité. Mais nous, les autres minorisés, en attendant, on se construit et on se déconstruit. Alors, dans ton livre, tu expliques aussi comment les analyses ont évolué sur ce qu'on appelle la condition noire. Tu pars de Rousseau jusqu'à Fanon. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Moi, je me suis fait plaisir aussi en termes d'analyse et d'essayer de faire des liens, en fait, même au niveau de la sémantique, au niveau du langage à proprement parler. Et moi, la question de la dénomination aussi de qui nous sommes m'intéresse. On entend souvent quand on dit oui, voilà, vous pouvez dire noir n'est pas une insulte, on n'est pas black, on est noir. Certes. Mais du côté de la sociologie, du côté des sciences sociales, on va souvent parler de conditions noires, comme on a parlé, mais ça c'est plus en désuétude désormais, on a parlé de conditions féminines. Et donc, on se nomme ainsi en termes de conditions noires. Mais conditionnées à qui? Par rapport à quoi? Est-ce que le fait de dire conditions noires, ce n'est pas reprendre la terminologie de la domination, comme si notre être, notre manière d'être, était conditionnée à? Et en fait, cette condition-là, c'est une dette qu'on n'a pas payée. Donc, peut-être qu'il faudrait déjà sortir de cette condition, moi je parle de noirité, qui est un terme pour moi que je trouve très parlant, que je reprends des mots de Mame Fatou Niang, qui est une chercheuse aussi française, que je trouve très parlant. On pourra peut-être y revenir. Et donc, dans les années 20, 30, on parlait de problèmes nègres, entre guillemets, aux États-Unis. Et ensuite, on a parlé du salut noir. Ensuite, on a parlé de la question noire. Et désormais, on parle de la condition noire. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec la question noire, c'est que ça posait un problème sociologique. Ça en faisait un problème global. La condition noire, c'est comme si on était passé de cette question-là à un fait établi. Bah oui, vous vivez une condition qui est en effet une condition que vous partagez du fait de la déshumanisation, du fait de caractéristiques sociales, minoritaires, etc. Certes, c'est une photographie de l'instant T, mais peut-être qu'on peut sortir aussi de cette dénomination-là, et c'est pour ça que je plébiscite le terme de noirité.
Alors pour en revenir à aujourd'hui et à ce que les personnes vivent quotidiennement avec cette charge raciale, tu dis que les personnes racisées sont des génies de l'adaptation. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Pour moi, c'est une forme de neuroatypie. Vivre dans un monde, de naître notamment dans un monde, dans une société où, à partir du moment où on porte cette couleur de peau, ou en tout cas une religion ou un phénotype particulier, on nous renvoie à une altérisation. Et donc on se construit en miroir de la normalité, de la norme. Et donc, à travers ce miroir-là, on essaie de s'adapter. Et donc, si on s'adapte, ça veut dire qu'on fait le travail immense de devoir comprendre les dominants avant de se comprendre nous-mêmes. Parce qu'il faut comprendre les dominants pour pouvoir survivre, au final. Adopter leur culture, ou en tout cas, partiellement, pour faire semblant, pour déjouer justement toutes les barrières, tous les murs en termes d'acquisition d'un logement, de travail, même pour faire famille, en termes de carrière, etc. En fait, il faut tout le temps déjouer le regard du dominant, le regard blanc. Donc pour moi, ça, c'est une acuité. Les personnes qui ne le vivent pas ne peuvent pas comprendre à quel point, dès la naissance, depuis les discussions avec nos parents, on nous fait comprendre qu'il va falloir qu'on fasse 3-4 fois plus, qu'il faut qu'on soit discipliné, qu'on ne fasse pas de vagues, parce qu'en fait, on n'est pas tout à fait dans notre pays. Sinon, en fait, il y a punition. Sinon, il y a toujours en fait cette marge où on peut très vite nous éjecter de l'humanité, en fait. Et donc, pour moi, ça, c'est des compétences qu'on a développées malgré nous. C'est des compétences qui peuvent être très très utiles, mais qui pèsent aussi sur la conscience et sur le psychisme. Et c'est Patricia Hill Collins, donc une afroféministe états-unienne, qui montre comment les personnes noires, notamment les femmes noires, après la Seconde Guerre mondiale, ont réussi à démystifier l'aura, on va dire, des femmes blanches. Parce que dans la conscience des femmes noires à cette époque-là, les femmes blanches, elles étaient en haut de la pyramide. Et quand les femmes noires, notamment, quand elles sont arrivées dans les foyers blancs en tant que nanny, en tant que aide au père, etc., elles ont compris à quel point les femmes blanches n'avaient pas de statut, n'avaient pas d'agentivité à proprement parler. Et ensuite, elles se sont organisées. Ensuite, elles ont échangé en termes de stratégie d'adaptation, de survie, mais aussi au niveau des luttes. Et pour moi, c'est un travail qui est intéressant. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans, on va dire, dans la blanchité parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on vit dans une société majoritairement blanche, et un pied où on combat justement ce système-là qui est dissonant, qui est déséquilibré et qui nous tue aussi à petit feu. Tu parles de double identité. Bien sûr. Tu peux nous en dire un peu plus ? Moi, j'ai eu la chance de m'être construite jusqu'à mes 12 ans. Et je l'ai bien ressenti avec mes amis qui, ils se sont construits en France depuis leur naissance. Moi, j'ai l'impression d'avoir préservé cette identité, le cœur de mon identité. C'est quelque chose qui est immuable. On aura beau me dire tout ce qu'on veut, les commentaires sur Internet par rapport à ma couleur de peau ou que sais-je. Il y a un fort au niveau de mon identité. Mais pour les autres personnes, mes amis notamment, et les personnes noires en général, il y a une fragilité en fait. Et cette fragilité, elle vient de l'effraction de soi. Parce que cette charge raciale, elle nous scinde. Elle ne nous permet pas de réconcilier les êtres que nous sommes. On met en scène, on performe. C'est Goffman qui parlait du théâtre du monde. Mais là, pour moi, c'est même plus le théâtre du monde. Là, c'est le théâtre de l'identité en soi qu'on intériorise. Et donc, face à l'interlocuteur en face de nous, qui, on sait, est imbibé de préjugés, on est dans une performance. C'est pas seulement une performance du genre, par exemple, comme on peut le voir en tant que femme, en tant qu'homme. C'est une performance de l'identité même pour être accepté. Donc, à la fin de la journée, c'est fatigant. À la fin de la journée, le masque s'effrite. Quand on en a conscience. Quand on n'en a pas conscience, c'est encore plus difficile. Et sur le long terme, ça peut créer des maladies, des somatisations, des maladies chroniques, ça peut créer du stress minoritaire, ça peut créer toutes ces somatisations-là que le corps va extérioriser pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Justement, sur le corps, tu dis dans ton livre que la charge raciale nous oblige donc à laisser nos attitudes et à être des corps polis.
Oui, parce qu'on est vu comme des corps impolis et impolitiques d'ailleurs. Et je fais justement ce jeu de mots-là. Et je parlais notamment des abayas dans le livre, en montrant à quel point la simple présence de nos corps dans des espaces majoritairement blancs, lisses, hygiénistes, propres, selon la terminologie coloniale, dérange. Et donc, ce n'est pas pour rien quand on dit que nos corps sont politiques. C'est pas pour faire joli, c'est que leur absence dit quelque chose et leur présence aussi. Et donc, quand on pénètre ces espaces-là, on a deux choix qui ne le sont pas vraiment. Soit on s'intègre, on s'assimile, on accepte le contrat qui ramène une dette au final, on accepte le contrat racial, on signe malgré nous la méritocratie, etc. Quand je veux, je peux atteindre l'ascenseur social, etc. Soit on va à l'opposé, on se révolte, on se cherche une mission, qu'on essaie d'honorer ou de trahir, mais en tout cas, on cherche une mission. Mais dans tous les cas, c'est le racisme, c'est cette histoire-là qui nous fait dévier d'une trajectoire qui n'est pas vraiment la nôtre, quoi. Et ça, oui, c'est un travail que de se rendre compte de ça et de ne pas forcément tomber dans un défaitisme, mais de savoir que, voilà, c'est ce qui se passe, en fait, même dès l'enfance. Quand on voit nos parents, on se dit, tiens, moi, je vois mes parents comme ces êtres super puissants, mais en fait, la société ne les voit pas comme ça. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'accepte le discours de la société et j'essaie de m'éloigner au maximum de ces personnes pour gagner un semblant de puissance de l'autre côté ? Ou je m'informe, je me conscientise et en fait, je rentre en rébellion contre le système. Et donc, pour moi, c'est une manière soit de se lisser, soit de se délisser, de se rendre impoli au système, de ne pas se laisser polir, de ne pas se laisser diminuer en fait par le système. Et oui, moi je préfère être impoli. Pour moi, c'est un compliment quand on me dit ça face à cette société. Alors il y a ceux, comme tu l'as dit, qui n'ont pas conscience qu'ils subissent le racisme à travers des micro-agressions, à travers tout un système structurel. Et puis tu as ceux qui en ont conscience et qui ne veulent pas en parler parce que on va forcément dire qu'ils se victimisent. Ce terme de victimisation, pour moi, ça montre à quel point les gens, l'opinion publique, si elle existe, ne se rendent pas compte à quel point la race, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'on peut à la fois être victime et dans l'action. On peut à la fois faire le constat du statut de victime, juridiquement. Il y a des agressions, c'est punissable par la loi, ce sont des délits, etc., sauf quand c'est des traits humoristiques, parce que là, on ne peut pas prouver vraiment qu'il y a eu intention d'eux. Mais quand c'est des agressions, etc., des faits, le statut de victime, il est avéré. Et en revanche, quand on se sait victime, normalement, on a une rage saine que de demander réparation et justice. Et donc là, on entame un processus vers quelque chose de l'ordre de l'action. On ne se complaît pas éternellement dans ce statut de victime. Mais pour atteindre cette justice-là, il va falloir parler des faits. Il va falloir revenir sur ce qui s'est passé. À échelle humanitaire, c'est ce qu'on fait en tant que personne noire. Il y a eu agression, il y a eu déshumanisation, il y a eu des torts qui ont été causés. Et là, nous sommes dans un processus 400 ans plus tard de réparation, de demande de justice, et qui va jamais se terminer parce qu'en fait, on va jamais rien lâcher. Mais pour que les gens comprennent, et que même nos propres gens comprennent pourquoi on est énervé H24, faut revenir sur les faits. Faut parler de l'histoire, faut parler de sociologie, faut montrer, faut démontrer, prouver, etc., etc. Et donc, évidemment qu'on va reparler des mêmes sujets. Parfois, on a l'impression que c'est un cycle éternel, qu'on rabâche les mêmes choses, mais c'est de l'éducation qu'on fait, c'est de la transmission qu'on fait. Et comme ça, on sort de l'oubli, et on conjure le sort de l'oubli. Alors, on veut pas se victimiser, et encore pire, on veut pas parler de traumatisme, tous les traumatismes que ça peut faire naître en nous, ce racisme-là. Même la question de la psychologie, de la thérapie en Occident, il y a une portée très individualiste aussi. Il y a des mots parfois qui sont très durs, de traumatisme post, plein de... Mais en fait, pour l'instant, on a ces termes-là. Peut-être qu'on trouvera d'autres terminologies qui nous siéront plus. On le voit aussi d'ailleurs, où la question du trauma
se pense de plus en plus au niveau collectif. C'est le docteur Jabar, c'est une docteure palestinienne qui disait, en fait, comment voulez-vous que je parle de trauma et de trauma suicidaire pour un monsieur qui doit détruire sa propre maison alors qu'il l'a construite 20 ans avant, il doit la détruire de ses propres mains, parce que l'État d'Israël, en fait, lui ordonne de détruire sa maison et de quitter ses terres. En fait, ce trauma-là, c'est pas parce que ce monsieur, tout d'un coup, est malade mentalement et qu'il y a quelque chose psychiquement qui va pas, c'est que ça vient de l'extérieur, c'est un trauma colonial. Et ça, pour moi, oui, on arrive à cette psychologie, à ce psychisme où l'extérieur est pris en compte. Et donc peut-être qu'à partir du moment où on montrera aux gens que ce n'est pas individuellement que t'es traumatisé, mais qu'en fait que ça vient d'autre part, ce n'est pas seulement toi qui est malade, faible entre guillemets, mais qu'en fait ça vient d'une cause extérieure, peut-être que les gens se rendront compte que ce n'est pas un problème individuel et que ça poussera peut-être les personnes à mieux en parler, à partager, à demander de l'aide aussi au niveau collectif, etc. Mais c'est vrai que les termes, moi je le vois, et souvent c'est les hommes racisés qui disent mais pourquoi j'ai pas envie de guérir, moi je suis pas malade. Donc il y a aussi cette approche-là qui est très compliquée au niveau du genre aussi, qu'est-ce qui se joue dans la guérison, qu'est-ce qui se joue dans l'action à tout prix, qu'est-ce qui se joue au niveau des blessures, enfin toutes ces terminologies-là en fait. Mais on essaie de conjuguer, c'est ce que j'apporte dans la charge raciale, quoi, de montrer à chaque fois cette tension, ce mouvement permanent. Ce n'est pas individuel, ce n'est pas seulement collectif, c'est les deux imbriqués à la fois. Dans nos corps, malheureusement. Alors, autre point important de ton livre, toi, tu réfutes l'idée, puisque ce racisme, il vient notamment, comme on l'a dit, de l'esclavage, de la colonisation. Et donc, toi, tu réfutes que c'est juste un racisme qui avait lieu d'être pour des raisons, on va dire, mercantiles, comme on tend à l'expliquer. Selon toi, il y a autre chose, il y a une envie de dominer l'autre. Je vais me faire des ennemis dans la gauche, là. Mais oui, non, faut le dire. Faut le dire. Et en fait, pour pouvoir le penser, moi, je pars de la matrice de la race. En fait, pour comprendre mon propos, pour comprendre ce livre aussi, et ce que j'avance sur cette autre histoire de la blanchité, la race est un fait social total que je mets au centre des rapports entre les individus. Et je montre à quel point ça ne tient pas la route pour moi de parler d'envie mercantile, de besoin de transformer le marché pour le capital uniquement. Évidemment que ça existait. Mais ça, pour moi, c'est la conséquence. C'est-à-dire que le fait que les industries, notamment la révolution industrielle, se soit érigée après on va dire, et pendant même le travail, en tout cas l'esclavage des personnes noires, aux États-Unis avec les champs de coton, de cacao, etc., et que ça a permis justement la révolution industrielle, ça, ce sont les conséquences. Comment se fait-il, je me pose cette question, dans le livre et depuis toujours. Je me dis, pourquoi il a semblé tout à fait normal pour les Européens de l'époque de voir dans des corps noirs une marchandise, des corps animalisés. Pourquoi ça a été si facile? Et en général, on me répondait comment? Oui, mais en fait, il y a eu la traite, etc. Ce sont des bateaux qui sont arrivés. Je me demandais, mais pourquoi? Et donc, moi, j'analyse ça. Et je montre que, et grâce notamment à Carl Jung, qui en parle, qui était un psychiatre suisse, qui montre que du 1er siècle jusque dans les années 1970, date de sa mort, 1968, date de sa mort, il a étudié en fait des textes. Il a étudié des textes chrétiens et il a étudié l'alchimie. Et en fait, à travers sa clientèle, il avait des sessions où ses patientes parlaient de symboles qu'il ne connaissait pas, qui n'étaient pas publics, médiatiques, etc. Et donc, lui, il remonte, en fait, ces symboles-là, et il se rend compte que, à travers toute la symbolique, toute l'idéologie chrétienne, il y a une sous-idéologie qui est celle de l'alchimie. Et en fait, dans l'alchimie,
il y a des étapes, en fait, pour devenir libre. Pour devenir libre, pour atteindre la blancheur, quoi, il faut passer par 3 étapes. La première étape, c'est le nigredo. Le nigredo, on traduit ça par l'œuvre au noir. Et en fait, dans l'alchimie, et ça va se retrouver aussi dans la chrétienté, la noirceur doit être dominée, avilie, retransformée. C'est la matière première. Il y a plein d'analogies comme ça qui parlent de la noirceur, à carboniser, à détruire pour arriver à un autre stade, à un stade supérieur. Et donc, il montre à quel point la chrétienté, dans son besoin de pureté, de purification, d'atteinte divine, a justifié ensuite l'animalisation des personnes noires. Mais qu'en fait, c'était, en gros, dans l'inconscient collectif de ces sociétés-là, européennes, ça a été tellement facile parce que depuis toujours, elles ont été, donc ces sociétés européennes, elles ont été bercées dans cet imaginaire négatif de la noirceur. Et donc, quand ces Européens /colons /alchimistes qui s'ignoraient débarquent sur les côtes africaines, c'est plus facile, en fait, de voir et de conquérir les corps noirs, parce que c'est toujours ce qu'on leur a dit. C'est toujours les histoires qu'on leur a racontées, à travers les symboles, dans les églises, à travers les histoires, etc., etc. Et donc, moi, je dis, oui, il y a les dessins mercantiles, mais regardons aussi comment les mythes imprègnent totalement notre psyché et comment c'est important aussi de s'éloigner, de déconstruire les discours, le langage, la dichotomie noirceur-blancheur, blanc comme neige, innocence, colère noire, enfin voilà, on connaît toutes ces expressions-là qui disent tellement de cette volonté de puissance, en fait, de la blanchité. Et les personnes blanches, évidemment, n'ont pas ce besoin de dominer de manière consciente, mais elles sont bercées là-dedans. Et je parle de cette jouissance, en fait, de la jouissance de la souffrance noire et des souffrances des personnes racisées en général. C'est pas tant que les personnes blanches jouissent de notre souffrance, non. C'est qu'en fait, elles sont soulagées de ne pas être déshumanisées comme telles. Elles sont soulagées de voir que ce n'est pas leur problème, que ça ne leur incombe pas à elles. Et donc, dans ce soulagement-là, dans cette prise de recul-là, c'est là où naît l'écart de la déshumanisation. Mais on me dira que non, enfin, la classe avant la race, et en fait, la matrice de la race importe peu. Et pourtant, elle définit énormément de notre présent aujourd'hui. Alors c'est marrant ce que tu dis, ça me fait tout de suite penser en fait à Fanon qui expliquait bien, qui explique bien par exemple dans Les Damnés de la Terre, quand il prend l'exemple de l'Algérie, que même le pied noir algérien qui est paysan, qui n'a pas grand-chose et qui se fait exploiter par ce système, est toujours quand même content de ne pas être l'indigène, l'arabe, et qui se sent quand même à part, et comme tu l'as dit, qui se sent pas déshumanisé, et ça lui donne une espèce de sentiment de supériorité et d'être considéré. Et donc, justement, je voulais en revenir avec toi. Fanon, t'en parles vraiment tout au long du livre. On sent qu'il t'a marqué. Quelle importance il revêt pour toi? Fanon, pour moi, c'est celui qui fait fondre, justement, ces binarismes qu'on a trop souvent, voilà, l'individuel, le collectif, l'intériorité, l'extériorité, etc. Dans Peau noire, masque blanc, il fait ce travail énorme. C'est-à-dire qu'il se prend comme sujet d'analyse, ce qui n'est pas étonnant parce que psychiatre, etc. Mais quand même, on voit déjà qu'il y a ce mouvement-là permanent, en fait, entre le noir et les noirs. Au final, il part de lui et il part de cette condition noire de l'époque. Et il montre à quel point l'expérience noire, c'est une expérience psycho-existentielle. Il emploie ce terme-là. Et moi, je dis, oui, c'est un problème psychopolitique. Et tant que dans nos luttes, dans nos milieux, on ne prendra pas à bras le corps ce problème comme tel, on perdra beaucoup de gens. On laissera de côté beaucoup de personnes. Parce que à partir du moment où on dit psychopolitique, existentiel, on met le terme qu'on veut, on appelle à l'individuation des gens, pas l'individualité,
pas le fait de se croire un atome, indépendant, capable de tout faire par sa propre volonté. Non, l'individuation, c'est montrer en fait la ligne d'où l'on vient, notre héritage, où on se place, comment on se place socialement, comment on arrive à avoir même cette métacognition de nous-mêmes et des gens qui nous entourent en fait. Et les artistes le font beaucoup. Et les personnes qui sont pas forcément au fait des terminologies hyper dures, hyper crues du militantisme, mais qui sont portées aussi par ces combats-là, qui veulent dire les choses, qui veulent dénoncer. Et dans le milieu à gauche, pour moi, malheureusement, on se coupe et on reprend aussi une manière de combattre qui pour moi est un peu viriliste, très blanche aussi, qui reprend toutes les manières de faire un peu. Oui, enfin. Toi, tu dis qu'ils ont tendance, la gauche a tendance, même quand elle veut reprendre des termes comme Jean-Luc Mélenchon et la créolisation, tu dis que ça a tendance à être adouci. C'est soit adouci, soit carrément, en fait, on va... Et je vais parler de la gauche radicale, parce que, bon, les partis politiques, LFI, j'ai critiqué la créolisation et j'ai critiqué aussi la manière dont Glissant en parle, même si j'aurais pu rajouter des pages, mais mon éditrice, elle voulait pas trop. Mais moi, je parle plutôt de la gauche radicale et dans ses actions. En fait, oui, on peut s'exprimer en manifestant. On peut s'exprimer en cassant des choses, en étant dans la violence, pour faire bouger, pour avoir de la réaction, pour qu'il y ait un retentissement médiatique. Mais dans la vie de tous les jours, dans l'organisation au quotidien, parce que je vais employer les termes. Ces expressions de manifestation, pour moi, c'est la forme la plus viriliste, la plus phallique, quoi. Ça pète, on n'est pas content, on pète tout. Mais en fait, dans la forme du quotidien, du cyclique, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour faire solidarité avec mon voisin, ma voisine ? Comment on s'organise dans le quotidien ? Et pour moi, ça, c'est le plus dur. Mais le quotidien, il se fait par une manière de réenchanter nos mondes, de faire appel à des parts qui sont pas forcément de l'ordre de l'intellectualisme. C'est sur les réseaux sociaux aussi. Est-ce que la gauche est magnétique ? Est-ce que la gauche est vraiment magnétique ? Et quand je parle de magnétique, c'est justement faire appel à l'individuation des personnes. Parler aux gens vraiment, et pas leur apprendre la vie. Poser des questions. S'intéresser à « Ah ouais, là, en fait, il y a des problématiques sur les musiques, sur les quartiers, dans les quartiers, etc. Comment on arrive à « Ah oui, il y a l'écologie, mais en fait, cette écologie-là, elle part d'où, etc. » Et ça, c'est vraiment être au plus près des gens dans le quotidien. Et c'est ce que je dis juste, sortant d'une vision viriliste qui... Voilà, c'est beau, ça revigore, ça donne de l'espoir et tout, mais dans le quotidien, après, il n'y a plus personne. Et ça, on a beaucoup à apprendre des personnes indigènes aux États-Unis, et pas que, qui font ce travail du quotidien, de la spiritualité, de l'art, de la cuisine, de la transmission, qui décolonisent la cuisine, qui décolonisent les arts, qui décolonisent la manière dont on se soigne, etc. Et ça, c'est dans le quotidien que ça se passe. Et donc, ça arrive petit à petit, avec la santé mentale en France. On parle un peu plus de charge raciale, mais c'est à tâtons. Parce que on hérite des Lumières, on hérite d'une vision très rationnelle, rationaliste même, de la manière de penser, de faire communauté, où on est coupé du corps, il n'y a que la tête qui pense, etc., etc. Donc c'est tout un travail aussi de déconstruction, même si ce mot est galvaudé, ou en tout cas d'effritement de nos habitudes. Et pour moi, c'est essentiel. Par exemple, je vais terminer là-dessus, je faisais partie d'une chorale afroféministe où on se rendait en manifestation et on chantait des chants noirs, principalement en espagnol, en anglais, en créole, en lingala, etc. Et en fait, ça a apporté une autre dimension à nos présences déjà, et les gens autour de nous. Les gens étaient contents d'être là, les gens étaient contents de mettre en cercle et de se retrouver, de faire appel à des souvenirs. Les darons, ils étaient contents, puisqu'en fait, ça rappelait des souvenirs aussi de leur enfance. Ils se disaient, c'est cool, parce qu'en fait, moi, j'osais pas venir, parce que j'avais peur de... Vous voyez, ça, en fait, il y a un effet ricochet. Et donc, pour moi, c'est bien de faire des pas de côté par rapport à nos luttes, quoi. Justement, quand tu parles de ce quotidien, toi, tu parles de contrat de silence. Je parlais au tout début de notre entretien de conjurer l'oubli. Mais conjurer l'oubli, c'est pas forcément dire tout le temps. Prouver tout le temps notre humanité, quémander en fait à ce qu'on soit vu, entendu, accepté, aimé en fait.
Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup été dans cette parole-là misérabiliste, dans cette parole sensationnaliste, après les violences policières, après le décès de telle femme aux urgences. Enfin, vous voyez, on a tout le temps été dans une parole excessive de la douleur, de la souffrance. Non pas parce qu'on est des victimes, mais parce que cette charge raciale-là, ce racisme-là, c'est quotidien. Donc évidemment que les choses qui vont nous impacter le plus seront de l'ordre de la douleur et de la souffrance. Mais en même temps, je me dis, finalement, il n'y a que les dominés qui parlent. En vrai. Et qui parlent, hein. Parce que les autres, ils disent. Les dominants disent. Ils disent une parole. Et cette parole-là a des effets politiques. Nous, on parle. Et il n'y a pas d'effet. Parce qu'on est des corps impolitiques. On n'a pas de politique. On n'a pas le droit à cette politique. On n'est pas légitime. On n'est pas légitime. Donc je me dis, tiens, on va laisser la France peut-être faire un peu d'introspection. Et nous, on va se mettre sur le côté. Et on va avoir un silence communautaire. Ouais, je l'emploie. On va se retrouver. On va avoir ce droit à l'opacité. Et l'opacité, ça fait peur. L'anonymat, ça fait peur. Mais qu'est-ce qui se fomente, en fait, dans ce silence ? Qu'est-ce qui se fomente dans... C'est Olivier Marbeuf qui parle de ça, de l'écologie de l'ombre. Les ancêtres, les marrons, ils annonçaient pas aux propriétaires de la colonie qu'ils allaient faire une révolte, qu'ils allaient brûler la maison le lendemain. Bah non, bizarrement, peut-être que voilà, tout était calme avant la tempête, avant la révolution. Et donc, avoir cette opacité-là, ne pas donner, ne pas montrer pour être accepté notre culture. Voilà comment on fait, nos recettes, garder en fait aussi, garder précieusement ce qu'on essaie de nous enlever, parce que c'est là où résident nos humanités, à mon sens. Et donc oui, c'est pour ça que je parle de sortir du contrat de la silenciation, donc de ce silence qui nous est imposé. Mais choisir les moments où on parle. Choisir les moments où on se réunit, on se dit, tiens, idéalement, moi, c'est ce que j'aimerais beaucoup qu'on fasse. Voilà, tous les collectifs, décoloniaux, antiracistes, féministes, etc., mais qui sont liés autour de la question de la race. Hein. Et on se dit, on se donne un programme sur 2 ans, on va bombarder sur tel sujet. Bombarder de manière métaphorique. On va parler de... Je sais pas, moi, on construit nos agendas, en fait, en se disant, là, c'est tel sujet. Ah oui, vous êtes plutôt du côté de la culture. Très bien. Vous êtes plutôt du côté de l'art. Dans la rue, dans l'organisation, au niveau d'éducation populaire, c'est ce sujet-là qu'on va mettre en place. Et c'est ce sujet-là qui va faire grand bruit. Et en fait, le fait qu'il y ait autour de ça, qu'il se crée des événements autour de cette thématique, bah, ça nous donne de l'agentivité du pouvoir. Ça nous donne de l'agir et ça nous donne du dire aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui se crée. Et c'est nous qui influençons les thématiques. Au lieu d'être tout le temps happé par le micro de tel ou tel grand média qui veut juste remplir en fait sa grille de démission. Et donc, moi c'est ça, faire silence communautaire. C'est pas se taire pour se taire et ne rien faire. Alors, ce qui est important de dire, on l'a dit, hein, il y a tout ce racisme au quotidien que subissent les personnes justement racisées. Il y a aussi le racisme d'État. Et ça se manifeste notamment par les violences policières. Et là, on parle plus de micro-agressions, on parle vraiment de meurtres où les corps des personnes racisées sont tués et ça n'a pas vraiment grand impact, grand intérêt que ces corps-là soient tués. Et pour moi, c'est ça, en fait. On me parle souvent en me disant « Ah oui, c'est vrai que la charge raciale, ça fait penser à la charge mentale. » Oui, mais non. La charge raciale, c'est littéralement la peur de mourir de manière prématurée, parce qu'on est une personne racisée. Et donc, tu évoques la question des violences policières et les faits des crimes policiers. Et c'est vraiment on va dire, le summum, l'acmé de la violence raciale. Toujours à travers les corps. Et comment les corps racisés sont tuables, remplaçables, fongibles, effaçables, quoi. À quel point, justement, les masculinités racisées sont aussi tuées à cause de leur genre. Ça, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez. Parce que quand on parle du genre, on parle tout de suite de l'oppression des femmes. Mais le genre, c'est les deux, c'est
masculin, féminin et tout ce qu'il y a entre, évidemment. Et je mets aussi l'accent sur ça. Je me fais pas beaucoup d'amis aussi en disant ça, mais vraiment, il faut qu'on ouvre notre manière de concevoir le genre et comment les masculinités racisées sont tuées, sont perçues comme des ennemis de l'intérieur, parce que le genre des hommes arabes, le genre des hommes noirs, roms, etc., est catégorisé et c'est un danger. Est perçu comme un danger parce que masculinité subalterne, minorisée, etc. Donc il y a ce pendant-là, et il y a le pendant des femmes, qui, elles, des femmes noires, va se jouer au niveau de l'institution médicale. Mais toujours au final au niveau des corps, hein, pareil. À quel point la souffrance, la douleur, le mal-être, le malaise des femmes noires ou des femmes racisées en général ne sont pas pris en compte parce que disposables comme corps, parce que utilisables mais disposables. Et donc on est dans ce mouvement-là pareil aussi de l'expression la plus ultime et la plus délétère malheureusement de cette charge raciale et du racisme et de la violence raciale. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu penses qu'un jour ça sera possible de s'émanciper, de se débarrasser de cette charge raciale ? On le fait déjà, parce qu'on met de la lumière sur ça, on met de la conscience. Et quand on voit que tous les messages que je reçois, moi, ou à travers les entretiens, où les personnes me disent « Mais oui, j'ai toujours vécu ça, mais je ne suis pas seule. Ok, je n'étais pas folle. Ah, mais j'ai pas halluciné. » Ces prises de conscience-là, ces gens-là vont en parler autour d'eux, avec leurs propres mots, avec leurs propres exemples, autour des enfants. Et en fait, à un moment, on ne se laissera plus écraser par ce regard. Le regard blanc dominant. On ne se laissera plus dessiner par cette violence-là, parce qu'on dira, mais ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. On a été victime et désormais, on demande réparation. Et pour moi, on s'en défait tous les jours à travers ce qu'on fait dans nos travaux, dans cette discussion qu'on est en train d'avoir. Et pour moi, ça, c'est essentiel. Oui, on va continuer à rabâcher nos problèmes. Oui, on va continuer à en parler. Et les gens qui ne sont pas contents, qui n'arrivent pas à accueillir ce discours-là, doivent se poser réellement la question de leur propre intériorité en tant que personne dominante, privilégiée. Qu'est-ce que ça dit de vous sentir éloigné de cette problématique ? Pourquoi c'est aussi facile pour vous de vous sentir éloigné de cette problématique ? Merci Douce. Je rappelle donc Merci, ton livre « La charge raciale » aux éditions Payot.